Bonjour, docteur Pierre-Olivier Raymond. Vous êtes médecin à Lyon et en téléconsultation et vous pratiquez des soins basés sur les médecines naturelles anti-âge. Merci d'avoir accepté notre invitation, de partager des conseils de comment vivre jusqu'à 100 ans en excellente santé, si on peut aller jusqu'à 150 ans. Expliquez-nous, s'il vous plaît, de quoi s'agit-il quand on parle des médecines naturelles anti-âge? Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. J'exerce effectivement à Lyon en médecine anti-âge de manière quasi exclusive. Euh, la médecine anti-âge consiste à étudier des facteurs de risque de développer certaines pathologies et de mettre en place une stratégie de prévention de ces risques. Comme elle s'adresse principalement à des malades qui sont, enfin à des patients qui sont en bonne santé, le traitement doit être un traitement non toxique ou le moins toxique possible, puisqu'on est vraiment dans la prévention. Et de ce fait, les médecines naturelles se prêtent bien à cet exercice, me semble-t-il. Pourquoi les patients devraient s'intéresser à cette médecine préventive ou prédictive? Expliquez-moi les grands principes de cette médecine. Oui, alors c'est ce qui avait été théorisé par un cabinet d'expertise international célèbre, le cabinet PwC, qui avait parlé de médecine P4. Dans la médecine P4, on a une approche un petit peu différente du contexte médical par rapport à la médecine standard, une approche peut-être plus moderne par certains côtés, avec donc ce fameux P4 qui correspond à une médecine qui doit être prédictive, préventive, elle doit être également personnalisée euh, et idéalement, elle sera participative. Est-ce qu'on peut revenir sur ces quatre aspects rapidement, juste pour qu'on comprenne la médecine, quand on parle de la médecine prédictive, euh, rapidement, on parle de quoi? Après, on va rentrer plus dans le détail. Oui. Alors, prédictive, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à des patients qui sont sains, qui sont en bonne santé, et chez lesquels on va identifier un certain nombre de particularités, notamment sur le plan biologique, euh, qui les exposent à développer certaines maladies, certaines pathologies. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place une prise en charge individualisée. D'accord. Sur le deuxième aspect, donc médecine préventive, en quoi elle est préventive, cette nouvelle médecine? Alors, elle est préventive parce qu'elle permet de mettre en évidence de manière très précoce des modifications de certains paramètres et à un stade où les symptômes sont encore limités la plupart du temps, voire même absents. Et donc, la prise en compte de ces facteurs de risque et de ces anomalies biologiques permet de limiter les risques que ça génère sur notre santé. Euh, Personnalisé. Cette médecine est personnalisée parce qu'elle permet d'avoir une meilleure compréhension de l'individu. Elle permet de mieux comprendre ses réactions personnelles, individuelles, ces éléments sont spécifiques à chaque patient. Et quand on parle de la médecine participative, c'est participative, pardon, les gens ne comprennent pas toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on est dans une démarche volontaire. En médecine classique, on a des patients qui sont souvent
qui se confient à leur médecin, et ils ont raison de le faire, mais ils sont assez passifs. Dans la médecine participative, le patient a la volonté de prendre en charge sa santé et devenir acteur de sa santé. Et en ce sens-là, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Merci. J'aimerais maintenant qu'on explore plus en détail le premier P de cette médecine prédictive. Euh, il- on- Certains pourraient peut-être dire que c'est un peu prétentieux, dire prédictive, ou est-ce que c'est plutôt essentiel dans la démarche de longévité ou de la bonne santé? Alors, ça peut paraître prétentieux, mais il faut quand même bien voir que les moyens techniques évoluent à toute vitesse et cette évolution de la technologie nous permet de faire de belles choses et d'être de plus en plus performants. C'est-à-dire? Eh bien, l'étude des troubles biologiques va nous donner des indications très précoces à condition que l'on ait les moyens techniques d'identifier ces troubles biologiques. Et ça, on peut le faire et on pourra le faire de plus en plus dans l'avenir. Pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que ça veut dire les troubles biologiques? Pour des personnes qui ne connaissent pas suffisamment bien la médecine, expliquez-nous ce que ça veut dire les troubles biologiques. Ah oui, c'est une question complexe, ça. Non, juste pour comprendre. C'est une question complexe, mais intéressante. En réalité, les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Si on prend un exemple de biologie extrêmement classique, qui est la glycémie, on considère dans les résultats de biologie classique que la glycémie est normale jusqu'à 1,10 g par litre et anormale au-dessus d'1,10 g par litre. En réalité, si on est à 1,09 g par litre, c'est pas très différent de si on est à 1,11 g par litre. Et on ne vient pas tout à coup, on ne passe pas tout à coup d'un état de sujet sain à un état de sujet pathologique. Et c'est cet élément-là que l'on peut prendre en compte par des moyens, par des outils biologiques adaptés. On a une évolution de la biologie à partir d'un état de base idéal et puis des perturbations qui vont apparaître, qui vont s'amplifier et qui vont finir par nous exposer à des pathologies. Donc, ça veut dire quelque part que ce qu'on connaît comme les bilans classiques, si on parle des bilans biologiques, donc les examens, on parle de quel examen d'ailleurs? Est-ce qu'on parle des examens uniquement sanguins ou il y a d'autres examens à faire dans la démarche de cette médecine? En réalité, peut-être faudrait-il commencer par le début, c'est-à-dire par l'examen clinique. Dans l'examen clinique, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape qui est classiquement le motif de consultation. Est-ce qu'on a des troubles, des symptômes? Il y a l'étude des antécédents, qu'on appelle antécédents médicaux et chirurgicaux, donc les différentes pathologies qu'on a pu avoir dans le passé, qui peuvent laisser des traces et qui vont nous donner un éclairage de l'état de santé de notre individu. Il y a également l'étude des antécédents familiaux, parce qu'on sait qu'on a un certain nombre de prédispositions familiales, génétiques ou autres. Et l'étude de ces antécédents nous donne aussi des indications sur des modifications de la biologie qui peuvent rester dans une situation qu'on appelle encore physiologique, c'est normal, c'est-à-dire normale, mais qui va tendre vers une évolution vers une situation pathologique. Et on
sait qu'on a des familles dans lesquelles on a des problèmes de cholestérol chez tout le monde, et puis il y a des familles qui sont assez protégées de ce risque-là. Donc ça, c'est le début. Et ensuite, donc, vous allez, si je comprends bien, dans la médecine fonctionnelle, vous allez un peu plus loin. Et donc, au niveau des bilans, donc c'est des bilans finalement, à partir du moment où on sort de l'examen clinique classique, vous allez plus loin à travers notamment donc, les prises des sangs. Alors, effectivement, dans une approche qui est une approche prédictive et préventive, on va avoir besoin d'un certain nombre de données de biologie classique, qui sont des incontournables. Hein. Je pense que la médecine anti-âge ne peut pas se passer de ces données-là. Il est nécessaire et indispensable de connaître les résultats de la numération, d'avoir un bilan glucidique, un bilan lipidique, un bilan hépatique, ces éléments de biologie classique que l'on connaît bien. La place de l'imagerie est un petit peu plus complexe, un petit peu plus compliquée. C'est vrai qu'on utilise assez peu l'imagerie en dehors de la situation qui est aussi une médecine préventive, mais de la situation de dépistage de pathologies cancéreuses comme le cancer du sein et les mammographies qui sont conseillées à intervalles réguliers. Pour le reste, l'imagerie est assez peu usitée dans ce domaine-là.